Bonjour à toutes et à tous, eh bien je vous l'avais promis, je l'ai fait, j'ai lu en entier Dépasser Darwin du professeur Raoult, et donc ce que je vous propose maintenant, eh bien ça va être une petite critique. Alors une critique qui va être divisée, je pense, en plusieurs vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en gros la vidéo que vous êtes en train de regarder là, c'est la première, et c'est celle où je vais faire une critique du livre en général. Et après je vais faire certainement des petites vidéos pour disséquer le livre chapitre après chapitre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à propos de ce livre. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais rappeler pourquoi j'ai lu ce livre, ce qui vous aidera à comprendre dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est-à-dire quelles étaient mes attentes en commençant ce livre. Bon, bah déjà, on va pas se mentir, je veux dire, c'est un livre qui est écrit par le professeur Raoult, et la raison pour laquelle je lis un livre du professeur Raoult en 2020, Heu, je veux dire, on va tromper personne. C'est parce que je sais qu'il est un personnage, controversé. Il a tenu des propos controversés, dans son domaine de compétences, à savoir la microbiologie, les traitements, notamment les traitements, face au Covid-19. Et du coup, j'apprends, par internet, qu'il a aussi tenu des propos controversés sur la théorie de l'évolution, certains même allant l'accuser de tenir des propos créationnistes. Un exemple tout à fait récent sur la chaîne de La Tronche en Biais, que vous connaissez certainement, les derniers intervenants dont je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, la dernière vidéo était à propos de Raoult, et les intervenants de cette vidéo ont, un moment, accuse Didier Raoult d'avoir tenu des propos créationnistes en 2010. C'est dans ce livre. Voilà, enfin, c'est de ce livre-là dont il parle. Spoiler alert, non, Didier Raoult n'est pas créationniste. Voilà, donc là, si vous veniez ici pour m'entendre casser du sucre sur Didier Raoult qui tient des propos créationnistes, désolé de vous décevoir, Didier Raoult n'est pas créationniste. Je pense qu'il se définirait lui-même, à la lumière de ce que j'ai lu dans ce livre, hein, je ne connais pas Didier Raoult personnellement, mais à la lumière de ce que j'ai lu dans ce livre, je pense que par contre, il se décrirait tout à fait lui-même anti-darwiniste, mais pas créationniste, et il y a une grosse différence. Anti-darwiniste dans le sens où, dans ce livre, en fait, il présente Darwin comment, non, c'est difficile à dire, mais en gros, il crée une sorte d'homme de paille, en fait, donc un épouvantail, qu'il appelle Darwin. Et en fait, ce Darwin, il représente à la fois Darwin le personnage, il représente à la fois Darwin, la théorie de l'évolution de Darwin, donc la théorie de l'évolution telle que Darwin l'a énoncée il y a 150 ans. Ça représente la théorie darwinienne de l'évolution, qui était donc la théorie de l'évolution entre 1900 et 1950. Et ça représente la synthèse de la théorie de l'évolution, qui est la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît maintenant. Donc c'est un homme de paille qui est truffé de plein de choses. C'est un épouvantail truffé de plein de choses. Et tout ça, il appelle ça Darwin. Et donc, bon, déjà, ça force les amalgames, je veux dire, fatalement. C'est tout le problème d'ailleurs de l'iconisation de Darwin, qu'il dénonce aussi dans ce livre, bien que je m'attendais à beaucoup plus. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le livre, donc ma déclaration d'intention, je m'attendais à beaucoup plus de critiques sur l'iconisation de Darwin. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être un paragraphe ou deux, tout au plus. Donc je suis un peu déçu de ce point de vue-là. Mais en gros, c'est tout le problème de l'iconisation de Darwin, c'est que si on confond Darwin avec sa théorie et la théorie de l'évolution telle qu'elle est maintenant, bah, on fait un gros homme de paille. Et en fait, les créationnistes adorent faire ça parce que parce que c'est un bon moyen en fait de décrédibiliser la théorie de l'évolution. Il suffit de dire que Darwin, il était consanguin parce qu'il a marié sa cousine, il s'est marié avec sa cousine, ce qui est vrai. Donc voilà, on dit que Darwin est consanguin et puis bon, pouf, voilà, ça veut dire que sa théorie, c'est n'importe quoi parce qu'on amalgame Darwin totalement avec sa théorie. Et on l'amalgame avec sa théorie et on l'amalgame avec la théorie telle qu'on la pratique, enfin telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une théorie dans laquelle on a ajouté la génétique, la paléontologie, la microbiologie, hein, c'est quelque chose qui n'était pas connu de Darwin. La microbiologie, ça aussi, on va en reparler. Mais bref, cette façon, on va dire, de mettre tous ensemble tous ces éléments, théorie de l'évolution, théorie darwinienne, synthèse de l'évolution et le personnage Darwin lui-même sous un seul nom qui est Darwin, que Didier Raoult fait dans ce bouquin, c'est de la rhétorique créationniste.
Donc je peux comprendre que les gens aient cru que Didier Raoult ait des propos créationnistes. C'est parce qu'il utilise cette même iconisation qu'il dénonce ensuite plus tard dans le bouquin. C'est pas la moindre des contradictions qu'il y a dans ce bouquin. Si vous regardez les vidéos après, qui vont venir après celle-là où je décortique le bouquin, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de contradictions. Mais voilà, donc il utilise cet élément de rhétorique créationniste qui est vraiment pas génial, pour dire, qui est pas très pertinent, on va dire, voilà. Qui est pas très pertinent parce que finalement, on en revient à dénoncer finalement des erreurs de Darwin, ce qu'il dit là-dedans, hein. Il parle d'erreurs. J'ai eu beaucoup de débats dans la première vidéo en disant que c'était pas des erreurs. Il corrigeait, enfin, corrigeait le fait que Darwin ne connaissait pas la génétique et ne connaissait pas la microbiologie à son époque. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire que Darwin a fait des erreurs. Bon, déjà, il parle d'erreurs. C'est lui-même qui prononce le mot erreur, enfin qui écrit le mot erreur dans le livre. Donc voilà, je ne l'invente pas. Et de deux, reprocher à Darwin de ne pas avoir connu quelque chose qui n'était pas connaissable à son époque, c'est pas corriger une erreur, c'est mettre à jour. Voilà. Donc mettre à jour, c'est pas corriger. On ne peut pas corriger quelque chose qui n'était pas, qui ne pouvait pas exister. On met à jour, on apporte de nouveaux éléments. Donc bon, ça c'est pareil, il parle beaucoup d'erreurs de Darwin dans ce livre, au moins dans les premiers chapitres. Donc c'est pareil, prononcer les mots erreurs de Darwin, c'est de la rhétorique créationniste aussi. C'est quelque chose qui revient constamment dans la rhétorique créationniste. Vous ne pouvez pas googler erreur de Darwin et ne pas tomber sur un contenu créationniste. C'est pas possible. Donc, c'est pareil, ça participe aussi à cette image que Didier Raoult a tenu des propos créationnistes, mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas créationniste, il est anti-darwiniste. Mais il a une définition du darwinisme qui est bien à lui. Enfin, qui n'est pas bien à lui, qui est justement très fortement assimilable à celle que les créationnistes ont du darwinisme, à savoir cet homme de paille qui englobe Darwin le personnage, Darwin la théorie et Darwin la synthèse évolutive. Il faut que j'arrête de dire nouvelle synthèse. Elle s'appelle juste la synthèse évolutive. Enfin, la synthèse évolutionniste. Donc ça fait partie de mes attentes. Donc voir déjà ce que les gens qui ont dit que Raoult tenait des propos créationnistes. Donc première attente, c'était est-ce que Raoult a vraiment tenu des propos créationnistes en 2010 dans ce livre? La réponse est non. Des propos anti-darwinistes avec ce petit bémol qu'il a une définition qui n'est pas du tout consensuelle du darwinisme. C'est pas ça. Ce qu'il dénonce comme étant du darwinisme dans ce livre, c'est pas ça le darwinisme. En tout cas, pas de la façon dont on pratique la théorie de l'évolution aujourd'hui. Peut-être il y a 150 ans, mais plus aujourd'hui. Donc, reprocher les choses qu'il reproche au darwinisme, c'est comme reprocher à la physique de ne pas avoir bougé depuis Newton, voire Galilée. Oui, on peut reprocher à la physique de l'époque de Newton de ne pas savoir beaucoup de choses, mais pas celle d'aujourd'hui. Bah, c'est pareil, la théorie de l'évolution, elle a quand même pas mal bougé depuis 150 berges. Donc, bon, bref. Premier point, c'était donc les propos créationnistes. Deuxième point, deuxième attente, c'était avoir une vision du microbiologiste sur l'évolution. Très important, la vision du microbiologiste. Et c'est là, à mon avis, que j'avais le plus d'attentes. Enfin, maintenant que j'ai lu le livre, rétrospectivement, je me dis que c'est là que j'aurais dû avoir le plus d'attentes. J'avais plus d'attentes, en fait, sur le point suivant, mais qu'on va en parler. Mais là, j'aurais dû avoir des attentes plus sur la vision du microbiologiste. Parce que s'il y a bien un point où la théorie de l'évolution, alors ne commet pas une erreur, c'est pas la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution s'en sort très bien, mais s'il y a un point où beaucoup de gens qui défendent la théorie de l'évolution ont des lacunes, c'est sur la microbiologie. À savoir que les micro-organismes, qu'ils soient virus ou bactéries, se torchent monumentalement les fesses avec ce qu'on pourrait appeler les règles de l'évolution. À savoir, la première, c'est la descendance avec modification. Donc les règles de l'évolution, c'est en gros descendance avec modification, sélection naturelle. C'est les deux piliers centraux. La structure se résume pas à ça, mais les deux piliers centraux, c'est descendance avec modification et sélection naturelle. Et il y a au moins un de ces deux piliers, la descendance avec modification, les bactéries et les virus, ils s'en foutent.
Ils s'en foutent, mais alors totalement, pour 2 raisons. La première, c'est la descendance avec modification. Les bactéries et les virus se reproduisent par clonage, hein, par mitose. Donc, il y a pas de descendance avec modification, à part les quelques mutations, que certaines bactéries d'ailleurs, le taux de mutation, certaines bactéries peuvent plus ou moins contrôler leur taux de mutation, mais je veux dire, il y a pas de brassage génétique, donc il y a pas de recombinaison possible, vu qu'il y a pas de reproduction sexuée. Donc le simple fait que ces micro-organismes se reproduisent à l'identique ou presque, fait que déjà la descendance avec modification, tu te la prends et tu te la carres sous le bras. Donc ça, j'aurais aimé voir des choses là-dessus. Ce n'est pas le cas. Il en parle absolument pas, c'est là où je veux venir. Il n'en parle absolument pas et pourtant c'est lourd d'implications sur ce que les gens pensent être la théorie de l'évolution. Et ensuite, il y a les transferts horizontaux et là, il en parle beaucoup des transferts horizontaux. Le fait, je vais arriver à le prononcer correctement, les transferts horizontaux, voilà. Donc les transferts horizontaux, c'est des échanges de gènes, qui se font entre bactéries et pas seulement entre bactéries d'une même espèce, mais aussi entre bactéries de différentes espèces. Et c'est des échanges de gènes qui peuvent avoir lieu aussi par des virus, à travers des virus, notamment les rétrovirus qui injectent leur ADN dans les organismes qu'ils infectent. Et du coup, ces rétrovirus, bah, ils peuvent être responsables d'un transfert d'un gène depuis un organisme comme une bactérie jusqu'à un organisme tel que l'homme. Donc l'être humain a plein d'anciens gènes de rétrovirus dans son génome, et il a aussi des gènes que des rétrovirus lui ont rebalancés d'autres organismes, par exemple des bactéries, mais aussi des plantes. On a même des gènes de plantes dans notre génome qui nous ont été transmis via des virus, via des rétrovirus. Donc ça, c'est probablement le passage le plus intéressant du livre. Ça fait l'objet d'un des chapitres. C'est très très intéressant. Et ces transferts horizontaux, ils remettent en question, encore une fois, la descendance avec modification. Pourquoi? Bah parce que c'est... Alors, ça remet pas tellement en question la descendance avec modification. Ça la remet un peu en question dans le sens où finalement, c'est pas la descendance qui acquiert le gène, c'est-à-dire que c'est des transferts qui ont lieu pendant le vivant d'un individu, donc c'est des gènes qui sont acquis pendant le vivant d'un individu, pas d'une génération à l'autre. Donc ça remet pas en question la descendance avec modification, mais disons que c'est une modification qui n'a pas lieu pendant la descendance. Voilà. Donc la descendance avec modification existe toujours, mais en plus il y a ça. En plus, il y a les transferts horizontaux et surtout, ça pose la question de l'héritabilité des caractères acquis. Donc le fameux lamarckisme. Le lamarckisme, c'est la girafe agrandit son cou pour atteindre les branches. Alors que le darwinisme, c'est les girafes qui ont un cou trop petit, elles peuvent crever, c'est celles qui ont un long cou qui vont atteindre les branches. Donc il y a un certain finalisme au lamarckisme que les gens n'apprécient pas du tout, mais le fait est que les transferts horizontaux de gènes, si les gènes transférés sont bénéfiques, ils vont être conservés dans les générations futures, notamment parce que ces micro-organismes qui font ces transferts horizontaux, qui font beaucoup de ces transferts horizontaux, se reproduisent ensuite par mitose. Donc les caractères qui sont acquis, ils sont transférés direct, sans copie, sans brassage, directement mitose. Donc, on est face à un cas d'héritabilité des caractères acquis avec les bactéries, les virus, etc., avec ces transferts horizontaux. Donc ça vient en plus aussi de la descendance avec modification, encore une fois. Donc moi, ce que je m'attendais à voir quand j'ai vu dépasser Darwin, c'était le dépasser. Le dépasser, pour moi, ce serait effectivement rappeler qu'en fait, ces événements ne sont pas anecdotiques. À savoir, la mitose et la reproduction par mitose et les transferts horizontaux, je m'attendais à lire de Didier Raoult qu'il allait nous rappeler que, voilà, en tant que microbiologiste, lui, il a affaire aux micro-organismes à longueur de temps, et il pourrait nous rappeler que les micro-organismes, c'est 3/4 du vivant. C'est-à-dire qu'en tant que la plupart des gens qui défendent la théorie de l'évolution, et je ne parle pas des scientifiques, la plupart des gens qui défendent la théorie de l'évolution, vous leur demandez des preuves de l'évolution, ils vont vous balancer des preuves macroscopiques de l'évolution. Donc des animaux, des plantes, des choses comme ça. Ils vont rarement penser aux micro-organismes, mais dans le milieu des micro-organismes, l'évolution, elle ne se passe pas de la même manière. Elle se passe avec des reproductions par mitose, des reproductions clonales,
et elle se passe avec des transferts horizontaux donc de la possible hérédité des caractères acquis. Et c'est par exemple le cas des bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est le staphylocoque doré qui l'a rebalancé à plein d'autres bactéries, notamment la tuberculose, je crois, si je me rappelle bien. Et donc je pensais qu'il allait rappeler que 3/4 du monde vivant est fait de bactéries. Il rappelle d'ailleurs dans le livre qu'il y a beaucoup plus de cellules bactériennes dans notre corps que de cellules de notre corps. Savoir que ce qu'on considère nous-mêmes philosophiquement comme étant notre corps contient plus de bactéries que de cellules qui ont réellement notre ADN. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, et en rappelant en rappelant que 3/4 du monde vivant est en fait microbiologique, eh ben, je pensais qu'il allait en conclure que bah voilà, darwinisme, ok, évolution, ok, mais alors n'oublions pas qu'il y a quand même des phénomènes que d'aucuns considéreraient comme périphériques, alors qu'en fait, du coup, vu que la plupart du monde est microbiologique, ces phénomènes sont centraux et devraient être considérés comme centraux dans la théorie de l'évolution. Ils le sont plus ou moins, je veux dire, c'est pas des phénomènes, les transferts horizontaux et la reproduction clonale, c'est tout à fait des choses qui sont intégrées à la théorie de l'évolution, hein. Ça, comme je le disais, je parle bien des gens qui défendent la théorie de l'évolution. Donc typiquement des youtubeurs qui voudraient parler de la théorie de l'évolution, par exemple. Ou des blogueurs, ou des journalistes, ou voilà, les médias en général. Ce que les médias appellent la théorie de l'évolution, là, typiquement, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, rappeler à ces gens-là que, voilà, la théorie de l'évolution, ok, mais il ne faut pas oublier que la grande partie du monde vivant est microbiologique et que dans ces mondes microbiologiques, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je pensais que c'était ça, dépasser Darwin. C'est-à-dire un message au grand public pour leur dire, faites attention. Certaines règles ne sont pas ce que vous croyez, notamment dans le monde microbiologique. C'est pas ça du tout le livre. Voilà. Tout ça pour en arriver à dire, c'est pas ça du tout qui dit le livre. C'est pas ça du tout qui dit Didier Raoult. Lui, ce qu'il veut, il se fait le promoteur dans ce livre d'une nouvelle forme de la théorie de l'évolution qu'il appelle la théorie post-darwinienne. Enfin, il se fait le promoteur, il se fait le vulgarisateur, devrais-je dire, d'une nouvelle forme de théorie de l'évolution qu'il appelle la théorie post-darwinienne de l'évolution. Donc en gros, ce qu'il fait à travers ce livre, c'est nous proposer une nouvelle théorie de l'évolution qui prendrait en compte les transferts horizontaux, même pas la reproduction clonale, puisque comme j'ai dit, il n'y a pas un seul mot sur la reproduction clonale dans le livre, mais qui prendrait en compte ces transferts horizontaux et l'omniprésence de ces transferts horizontaux au sein du monde bactérien notamment. Bah oui, mais là, et c'est là qu'il y a le plus gros problème, et je pense la raison pour laquelle les gens, enfin les scientifiques se sont vraiment détournés de ce bouquin. Je vais mettre en description les liens vers une critique de Darlu, qui est un évolutionniste, et de Pascal Pic, qui est un paléoanthropologue, qui ont des critiques très, très virulentes de ce livre. Et la raison pour laquelle, à mon avis, ils ont des critiques si virulentes, c'est à cause de ça. C'est parce que Didier Raoult se fait l'avocat d'une nouvelle théorie de l'évolution qui ne présente absolument aucune différence avec la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît maintenant. La synthèse évolutive telle que j'en parle en 2020 intègre totalement les transferts horizontaux et la descendance avec modification. J'en veux pour preuve le livre que je fais apparaître maintenant à l'écran, la biologie évolutive. C'est le livre qui résume les connaissances de la théorie de l'évolution. Maintenant, normalement, on en est à la 2e édition, donc il y a une 2e édition qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans ce bouquin, tout est résumé et vous trouverez un chapitre sur les transferts horizontaux et vous trouverez tout ce qu'il faut sur la microbiologie et comment le microbionte, donc virus, bactéries et puis petits champignons et tout ça, comment ce microbionte évolue avec ses règles à lui, en plus des règles générales de l'évolution, à savoir descendance avec modification, sélection naturelle. Donc il n'y a aucun moment où on remet en question descendance avec modification, sélection naturelle.
dans ce livre de Didier Raoult. Donc Didier Raoult ne nous propose rien de nouveau pour dépasser Darwin. Il nous propose de dépasser Darwin avec une théorie qui s'appelle le post-darwinisme, sauf que ce post-darwinisme ne fait absolument aucune différence avec ce qu'on sait déjà de l'évolution. Donc il ne sert à rien, ce post-darwinisme. Voilà. Et dans ce post-darwinisme, il présentait ce qui est ma troisième attente, il devait présenter ce qui était ma troisième attente, ce qui est l'absence de phylogénie. Et cette absence de phylogénie, elle découle, on va dire, elle découle de l'existence, de l'omniprésence de ces transferts horizontaux, à savoir que les organismes, ils s'échangent des gènes tout le temps. Donc en fait, l'arbre de la vie, c'est pas donc l'arbre phylogénétique. L'arbre de la vie n'est pas un arbre de la vie, c'est en fait un réseau. Et lui, il appelle ça un rhizome. Donc il propose une révolution. Lui, il présente vraiment ça comme ça. Il présente une révolution totale de la présentation de l'arbre du vivant en le retournant et en appelant ça un rhizome et en faisant des connexions entre tous les organismes. Sauf que spoiler alerte, ça existe déjà. Ça fait déjà depuis très longtemps qu'on sait faire ça, depuis qu'on sait notamment que les mitochondries sont des bactéries en fait. Donc les mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques à l'intérieur de vos cellules, en fait, ce sont d'anciennes bactéries. Et les chloroplastes des plantes, donc qui donnent leur couleur verte aux feuilles des arbres, ces chloroplastes sont aussi des bactéries qui ont été intégrées à des cellules plus grosses qu'on appelle des eucaryotes. Et on sait que du coup, il y a des transferts horizontaux parce que il y a des cellules qui ont absorbé d'autres cellules, en fait. Donc on sait qu'il y a des cellules on sait que la branche des bactéries est connectée horizontalement à la branche des eucaryotes, puisque les mitochondries font partie intégrante des eucaryotes maintenant. Donc, donc c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps que ces mitochondries ont transféré des gènes à l'intérieur de notre propre génome. Presque 80% de ce qui était les gènes de la cellule mitochondrie avant qu'elle ne soit absorbée font maintenant partie de notre propre génome à nous. Ça fait très longtemps qu'on le sait, ça. Donc on le sait que cet arbre, c'est pas tellement un arbre, que c'est en fait un réseau et qu'il y a des connexions et tout ça. C'est le coup de connecter les branches à de connecter les branches d'un arbre phylogénétique, on sait déjà le faire depuis longtemps. C'est pareil, c'est pas tellement une révolution, ça fait très longtemps qu'on le fait, parce que ça fait très longtemps qu'on est obligé de le faire si on veut obtenir une représentation précise de l'évolution du vivant. Il en vient à nier, par contre, et là ça a été un gros point de déception de ce point de vue-là, il en vient à nier l'existence d'un ancêtre commun à tous les êtres vivants. Et on se demande encore en vertu de quoi, en fait, parce qu'il ne l'explique absolument pas en vertu de quoi. En vertu de quoi n'y aurait-il pas un ancêtre commun à tous les êtres vivants? Cet ancêtre commun aurait divergé en plusieurs espèces qui auraient continuellement échangé du matériel génétique. Comme je le disais dans la première vidéo, changer un rétroviseur, ça ne change pas votre voiture. Vous pouvez changer plein de pièces. Allez voir la dernière vidéo de Dirty Biology, typiquement, où il parle justement de changer les pièces d'un organisme. Ça ne change pas l'essence même du fait que cet organisme est une entité, en fait, à part entière et identifiable comme cet organisme-là. Pourquoi l'absence d'ancêtres en commun? Voilà, c'est juste ça. C'est pourquoi l'absence d'ancêtres en commun découlerait de ces transferts horizontaux? Ça n'est pas expliqué et je vois pas pourquoi ce serait évident. Voilà, c'est ça l'idée en gros. Pourquoi affirmer que l'existence de transferts horizontaux entre espèces invalide automatiquement l'existence d'un ancêtre commun? Pour reprendre l'exemple de la mitochondrie est une protéobactérie à la base. Vous avez la cellule eucaryote. Ces deux organismes ont un ancêtre en commun et on le sait pourquoi, parce qu'ils avaient de l'ADN. Et Didier Raoult le dit lui-même dans son livre. Dans ce livre, il parle de l'ancêtre. Le seul ancêtre, il dit à un moment, le seul ancêtre en commun dont on puisse réellement parler, c'est l'ADN. Bah oui, mais la première cellule à avoir eu de l'ADN, qu'on appelle l'UCA, c'est effectivement l'ancêtre commun universel à toutes les cellules d'aujourd'hui. Encore une fois, il y a une contradiction énorme qu'il pointe lui-même du doigt. C'est-à-dire que oui, l'ADN, la molécule d'ADN est un peu trop spécifique, a une construction chimique beaucoup trop particulière pour avoir évolué plusieurs fois.
Enfin, je veux dire, l'ADN, c'est vraiment une composition chimique beaucoup trop distincte pour que ça ait évolué plusieurs fois. Donc, c'est plus parcimonieux de dire qu'il n'y a qu'une seule origine de l'ADN, et cette origine de l'ADN a ensuite donné naissance à tous les... Enfin, et cet ADN qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les organismes vivants, il est donc hérité de cette singularité, de cette seule origine de l'ADN. Et cette seule origine de l'ADN, c'est l'ancêtre en commun. Ancêtre en commun dont Didier Raoult ne nie pas l'existence. Et c'est quelque chose que je vous montre maintenant à l'écran. Voilà, on est dans le sommaire du livre. Et donc, il y a un de ces sous-chapitres qui s'intitule « Le seul ancêtre en commun admissible, le code génétique ». Comme je le disais, il va nier le fait que les espèces dérivent les unes des autres. Il va nier l'existence d'un ancêtre en commun et pourtant admettre à la fin de ce chapitre qu'en fait l'ancêtre en commun existe, que c'est le code génétique et donc Lucas existe. Puisque Lucas est le détenteur de cet de ce code génétique ancestral. Donc bon, comme je le disais, c'est pas la moindre des contradictions qu'on a dans ce livre. Je parlais tout à l'heure de rhétorique, créationniste, mais là, par exemple, je le vois, c'est parce que je l'ai sous les yeux maintenant, mais voilà, c'est Darwin utilisé par les théories racistes. Je veux dire, ça, c'est de la théorique, c'est de la rhétorique, pardon, créationniste pur jus d'associer Darwin au darwinisme social et au racisme et au nazisme. Enfin, comme je le disais dans une précédente vidéo, Darwin, on lui fait dire ce qu'on veut a posteriori, hein. Les racistes diront que c'est Darwin qui les inspire, les communistes diront que c'est Darwin qui les inspire. S'ils ont envie s'ils ont envie de se hisser sur des épaules de géants, ils trouveront un géant et ils lui feront dire ce qu'ils veulent, hein. Voilà, c'est tout. C'est juste pour s'assurer de la crédibilité que ces mouvements se sont revendiqués ensuite de grands scientifiques. Bref. Donc, nous retournons à la critique. Donc l'absence de phylogénie, plutôt déçu, voilà. Et l'absence d'ancêtre en commun, pas crédible une seule seconde. Et le dernier point, c'était l'iconisation de Darwin, le dernier point où je l'attendais, et comme je l'ai dit, il n'en parle quasiment pas. Il ne critique quasiment pas l'iconisation de Darwin, il n'explique jamais en quoi Darwin est une icône et en quoi c'est un problème. Et il n'y a qu'un seul paragraphe où il n'y a qu'un seul paragraphe où réellement il critique l'iconisation de Darwin, et ça ne lui sert juste qu'à introduire sa théorie post-darwinienne. La façon d'ailleurs dont il introduit cette théorie post-darwinienne est d'une maladroitesse assez moche, je trouve. C'est maladroit, un peu comme cette phrase d'ailleurs. C'est très très maladroit. C'est très maladroit parce que elle se base, l'introduction de cette nouvelle théorie, alors qu'il fait à la fin du livre. C'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie des problèmes du livre, les problèmes de forme du livre, puisque je suis sur le sommaire. Ce livre a un énorme problème de forme. Il est écrit à l'envers. Il est écrit à l'envers, à savoir que le livre devrait commencer par l'intention, à savoir le post-darwinisme, pour sortir de l'impasse créationnisme versus darwinisme. Ce livre devrait commencer par la conclusion, aurait dû ensuite continuer par ce chapitre-là, quelle évolution pour les espèces et l'homme dans son écosystème. 2 chapitres dans lesquels Raoult raconte ses recherches, en gros. Je trouve d'ailleurs au passage que l'homme, terre de peuplement, est complètement hors sujet. Enfin, il y avait l'homme dans son écosystème aussi était complètement hors sujet. C'est clairement de la page 57 à la page 57 à 143, vous pouvez largement sauter toutes ces pages-là parce qu'elles n'ont aucun rapport avec le fait de dépasser Darwin. Donc, il a 2 problèmes de forme, ce livre, c'est qu'il est écrit à l'envers, c'est-à-dire que tout est dans le premier chapitre, en gros. Voilà, si vous remontez là, tout est dans le premier chapitre, l'homme, cette chimère. Quasiment tout est là, c'est là où il décrit les fameuses, enfin, sa conception des idées fausses du darwinisme. Ensuite, il raconte sa vie, donc ses recherches, ce qui aurait été une bonne introduction au final. Voilà. Et il termine par présenter le post-darwinisme, qui est le but de ce livre, qu'il aurait dû donc présenter en premier. Et ça aurait évité notamment des malentendus,
notamment le fait que certaines personnes ont cru immédiatement qu'il tenait des propos créationnistes, puisqu'il aurait immédiatement présenté le fait qu'il n'était pas créationniste, mais plutôt anti-darwiniste ou post-darwiniste, comme il le dit. Ça aurait permis aussi de comprendre à quelle audience ce livre s'adressait. Ça, c'est aussi une question super importante. Je vais revenir au pourquoi le post-darwiniste est mal présenté, je trouve. Mais question super importante, c'est à quelle audience s'adresse ce livre. Ce n'est qu'en arrivant à la conclusion qu'on comprend que ce livre est une vulgarisation enfin, c'est une présentation et une vulgarisation de l'idée qu'on a besoin d'une nouvelle théorie du darwinisme. Comme je le disais, c'est pas vrai, on n'en a pas besoin, puisque tous les phénomènes qu'il présente, notamment les transferts horizontaux, sont déjà pleinement intégrés dans la théorie darwinienne telle qu'on la pratique aujourd'hui. Mais surtout, ça aurait permis, voilà, de savoir immédiatement que ce livre s'adressait finalement, plus ou moins à des spécialistes. Parce que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à la page 157, on a l'impression de lire un livre de vulgarisation. Et je suis presque sûr qu'en l'écrivant, Didier Raoult a dû se dire qu'il écrivait un livre de vulgarisation qui vulgarisait des articles qu'il était en train d'écrire à l'époque. Parce que ce livre est sorti en 2010. Et après, il a sorti toute une série d'articles dans Frontiers in, je sais plus quoi. Mais bref, dans un journal où tous les articles sont en open access. Je peux vous en montrer un exemple. Donc, c'est Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Donc, il a sorti toute une série d'articles. Ça, ce n'est qu'un d'entre eux. C'est celui où il présente justement l'idée du rhizome. Et où il remet en question la vision darwinienne de l'évolution par arbre. Alors, rhizome, d'ailleurs, dont je vais quand même vous en montrer une figure. Donc ça, pour lui, c'est un rhizome. Voilà, le rhizome de l'évolution des mitochondries. Bon, ça, c'est un ancêtre en commun, hein. Donc encore une fois, quand je disais tout à l'heure, je vois pas en quoi l'idée que tous ces transferts horizontaux, là, tout ce qu'on voit là, tout ce bordel là, je vois pas en quoi l'idée le fait qu'il y a des transferts horizontaux remet en question l'idée que, à la base, il y a un ancêtre en commun. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc, et apparemment, c'est même pas clair pour lui, parce que, vous voyez, dans cette représentation de ce qu'il appelle le rhizome, alors oui, effectivement, l'arbre a la tête en bas, et il y a plein de connexions entre les branches. Oui, mais bon, au final, il y a quand même qu'un seul tronc. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi remettre en question cette vision de l'ancêtre en commun, enfin l'existence d'un ancêtre en commun, alors même que même visuellement, il n'arrive pas à le représenter, vous voyez. Mais bref, donc c'est dans cette série d'articles-là qui ne sont sortis qu'en 2011, 2012 même, celui-là, vous voyez. 2012, donc en gros, c'était une préparation finalement à la sortie de ces articles-là. Donc il était certainement en train de les écrire à la même époque où il écrivait le livre. D'où les idées qui ont popé dans sa tête. Et donc dans cette présentation du post-darwinisme, c'est pas seulement une vulgarisation de cette idée, en fait, c'est vraiment une introduction à cette idée. Qu'il faudrait un post-darwinisme, qu'il faudrait une nouvelle théorie de l'évolution. Donc, et comme j'ai dit, ça c'est un énorme problème selon moi, c'est un énorme défaut de ce livre, c'est parce que d'une, on n'en a pas besoin, comme je l'ai dit, de deux, parce qu'elle est très mal introduite, parce que, voilà, je le rappelle, Darwin, pour lui, c'est un homme de paille, c'est Darwin, c'est sa théorie, c'est la théorie darwinienne et c'est la synthèse évolutive. Donc, Darwin serait dépassé. Oui, mais encore une fois, tu mixes le Darwin d'il y a 150 ans avec le Darwin de maintenant, enfin avec la théorie darwinienne telle qu'on la pratique maintenant, dans la synthèse évolutionniste. Donc oui, la théorie darwinienne de l'évolution d'il y a 150 ans est dépassée, de même que si on prend les observations qu'a fait Galilée dans sa première lunette astronomique, elles sont dépassées aussi, ces observations. Mais ça ne veut pas dire que depuis le temps, on n'a pas fait des mises à jour. Et de deux, et c'est là, à mon avis, le plus gros problème, c'est la fameuse. Il dénonce dans ce dernier chapitre, dans cette conclusion, et dans le chapitre un peu avant aussi, il dénonce la sclérose de la recherche.
Donc il dénonce le fait que la recherche ne fait plus de progrès et que c'est pour ça qu'il faut dépasser le darwinisme, parce que c'est à cause du darwinisme qui traîne la patte, parce que c'est une vieille théorie qu'il faut passer à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est complètement, mais totalement, absolument en totale contradiction avec tous les chapitres qu'il a écrits avant, sauf le chapitre 1. Donc vous avez le chapitre 1, l'homme, cette chimère, et après vous avez l'homme dans son écosystème, l'homme, terre de peuplement, et demain, quelle évolution pour quelles espèces, qui présente 20 années de découverte, donc depuis les années 90 du coup, 20 années de découverte scientifique continue, mitraillée par les généticiens, par les microbiologistes, et pas seulement son équipe, mais par plein d'équipes différentes, qui montrent une dynamique incroyable dans, dans tout le domaine de la recherche microbiologique, génétique, et donc ultimement évolutionniste. Hein, je veux dire, c'est là qu'on a découvert tous ces principes, tous ces transferts horizontaux, etc., qui ont été intégrés par la théorie de l'évolution, totalement. Et après ça, il dénonce une sclérose de la recherche. Donc il y a eu des découvertes, elles ont été intégrées à la théorie de l'évolution, mais il y aurait une sclérose de la recherche. Et vraiment, mais quand on le lit, ça fait mal. Ça fait mal de le lire parce qu'on vient de lire des chapitres qui nous décrivaient comment c'est formidable tout ce qu'on a découvert. Et je veux dire, je ne le remets même pas en question. Tout ce qui a été découvert pendant les 20 dernières années avant l'écriture de ce bouquin était formidable. Et tout ce qu'on a continué à découvrir après en génétique, en microbiologie, etc., c'est formidable. Pourquoi, du coup, crier à la sclérose? Pourquoi dire, il emploie même le mot momification à un moment pour parler de l'état de la recherche. Mais pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas... Non. je... Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'une nouvelle théorie de l'évolution. Enfin, il n'y a pas besoin d'une nouvelle théorie de l'évolution si la raison pour laquelle tu invoques la nécessité d'une nouvelle théorie de l'évolution, c'est que la recherche n'arrive plus à avancer avec la vieille théorie. Alors que la recherche avance très bien, d'après tout ce que tu as décrit avant. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Quand je comprends pas, je tutoie, oui, vous avez remarqué. Mais bon, bref, ça change rien au propos, hein, je pourquoi parler de sclérose alors que finalement là, il y a 20 années d'une dynamique, formidable qui est décrite dans presque 100 pages. 100 pages qui, je le rappelle, sont quasiment hors sujet du coup. C'est-à-dire qu'il y a 100 pages, non seulement ces 100 pages sont hors sujet, mais ces 100 pages contredisent le chapitre final qui, lui, revient au sujet de base et ouais, ça me dépasse un peu. Ça donne l'impression d'un livre qui n'a pas été relu. Donc c'est un livre qui a un énorme problème de forme dans le sens où il est monté à l'envers, où il y a 2 chapitres qui servent à rien et que ces 2 chapitres qui servent à rien contredisent la conclusion. Voilà. Voilà et du coup, ça m'a permis de dire, pourquoi le fait d'introduire cette théorie post-darwinienne, c'était mal foutu, quoi. C'est en ça ne sait pas vraiment à qui ça s'adresse. Le livre ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Le livre ne sait plus vraiment arriver à cette conclusion, le livre ne sait plus s'il est un livre de vulgarisation ou s'il est un livre qui sert à introduire une nouvelle théorie qui est complètement nouvelle à l'époque puisque les articles ne sont pas encore sortis dans Frontiers. Donc ça me dépasse. Ça me dépasse un peu. Et même en partant du principe que c'est un livre purement de vulgarisation, pourquoi vulgariser une idée fausse? Voilà. On peut se poser la question. Ça fait partie aussi des critiques que j'avais reçues sur ma première vidéo. Ouais, mais tu dis que les spécialistes, ils pensent pas que Darwin a fait des erreurs, enfin, ils pensent pas que ce sont des erreurs, qu'aujourd'hui les spécialistes ne referaient pas les mêmes erreurs, voilà, en gros. Mais c'est que les spécialistes, les gens, ils sont pas censés savoir ça. Bah, d'accord, partons du principe que c'est un livre de vulgarisation, de pure vulgarisation scientifique. Pourquoi vulgariser des idées fausses? Pourquoi vulgariser la nécessité d'une nouvelle théorie darwinienne de l'évolution, donc une théorie post-darwiniste, sans dire à aucun moment que la théorie darwinienne actuelle s'occupe très bien des questions de transferts horizontaux? Mais du coup,
pour faire ça, pour arriver à ça, il faut qu'il présente une sclérose supposée de la théorie de l'évolution qui n'existe pas. Et du coup, il faut qu'il néglige tout un pan de la recherche. Il faut qu'il néglige beaucoup de choses. Enfin, bref. Et il faut qu'il passe par aussi une image, une iconisation. Il faut qu'il passe aussi, du coup, par une caricature de Darwin, de sa théorie et de la théorie de l'évolution en général. Ça marche pas. Et vulgariser ces idées-là, parce que c'est ça l'idée quand même, c'est de dire que ça, c'est de la vulgarisation scientifique, ça en fait de base de la mauvaise vulgarisation scientifique. Encore une fois, les chapitres, l'homme dans son écosystème, franchement, je l'ai kiffé. Le chapitre L'homme dans son écosystème, je l'ai kiffé, c'est de la très très bonne vulgarisation ce chapitre-là. L'homme terre de peuplement, pas mal, mais là il est tellement hors sujet qu'on se demande où ça va. Et demain, quelle évolution pour quelle espèce, c'est bourré de ses propres opinions et de son idéologie. D'ailleurs, on y retrouve pas mal, mais je reviendrai dans tout ça dans le détail des prochaines vidéos, hein, mais on y retrouve pas mal d'ailleurs des idées qu'il a défendues pendant la crise de la chloroquine. Et on y retrouve aussi pas mal de contradictions aux idées qu'il a défendues pendant la crise de la chloroquine, tout ça, tout ça. On y retrouve pas mal d'appels à la prudence, notamment. Un appel au fait qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Hein, bon, notamment en cas d'épidémie. Des paroles un peu prophétiques, j'ai envie de dire, contre-prophétiques à ce niveau-là. Donc c'est intéressant. C'est intéressant à lire. De ce point de vue-là, ce chapitre est très intéressant à lire parce que maintenant qu'on a une lumière sur le personnage ça fait réfléchir. Voilà. Et pour finir, last but not least, quelque chose d'important que j'ai noté dans ce livre, mais vous avez certainement déjà senti un petit peu avant ce truc pointer le bout de son nez, on va dire. C'est quand on se pose la question à quelle audience s'adresse ce livre. Encore une fois, même en partant du principe que c'est de la vulgarisation, de la pure vulgarisation, ce qui n'est à mon avis pas vrai, c'est le fait qu'il y a énormément, mais énormément de catchphrases à créationnistes. Il y en a absolument partout et notamment des moments, il y a des moments qui sont, il dit à 2 reprises au moins dans le livre, la question de l'origine de la vie, on peut la laisser totalement à la religion en fait. Donc pour lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va dire, scientifique à laisser Dieu dans l'équation scientifique de l'origine du vivant. Enfin, le mieux, c'est que je vous montre la dernière phrase du livre, parce que c'est vraiment le livre se termine sur une phrase qui laisse totalement ouverte la question enfin, qui est totalement une catchphrase pour créationniste. Donc, ça se termine par le passé étant aussi impénétrable que l'avenir, du fait des trous liés à la disparition de pans entiers de formes de vie, chacun est bien libre de définir comme il le veut la source du code génétique. Vous sentez où ça va? Voilà, appel à l'ignorance. Voilà, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir précisément ce qui s'est passé dans le passé. Donc, appel à l'ignorance qui conduit directement à on peut penser ce qu'on veut. Des premières molécules d'ARN ou les raisons qui ont expliqué les changements brutaux d'organisation des êtres vivants en y comprenant et en y incluant le ou les dieux de leur choix. Voilà. Donc il y a... et c'est la dernière phrase du bouquin, hein, je veux dire, après c'est le générique de fin. Hein. Voilà, c'est l'annexe. Donc c'est le générique de fin, c'est... Ouais, allez-y. L'évolution, Dieu, tout ça, pas de souci. L'évolution, Dieu, tout ça, ça se mélange très très bien. Il y a une muraille de Chine entre les deux, hein, avec des miradors et un champ de mines tout autour qu'il faut défendre à corps et à cri à longueur de temps. Et vous avez donc le professeur Raoult qui fait autorité en microbiologie, qui vous balance ça dans un livre théoriquement dirigé vers le grand public. Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Je veux dire, il faut repasser après ce genre de propos-là. Ah oui, mais et voilà, et ça, c'est le genre de phrase que les créationnistes adorent. Parce que ça, ils vont la repiquer hors contexte en disant le professeur Raoult a dit on a bien le droit de croire ce qu'on veut. Alors pourquoi j'aurais pas le droit? Ben voilà.
Ben voilà. Donc ça fait aussi partie de la raison pour laquelle les gens croient que Raoult a des propos créationnistes. Je veux dire, si vous vous contentez de lire la conclusion, parce que c'est le passage, qu'on suppose le plus intéressant du livre, et ben, vous terminez sur: «On a bien le droit de croire ce qu'on veut». Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est anti-scientifique au possible. Le fait de proposer l'existence d'une entité surnaturelle qui puisse être à l'origine de la vie, comme il le fait dans ce paragraphe final, est anti-scientifique. Vous pourrez dire ce que vous voulez dans les commentaires, essayer d'interpréter de la façon que vous voulez, de ce qu'il a voulu dire et cetera. Est-ce qu'il a essayé d'ironiser ou quoi? Finir ce livre sur ce paragraphe-là, invoquer la possibilité, même vague, laisser la porte même vaguement ouverte à la possibilité qu'une entité surnaturelle puisse être à l'origine du vivant, ça n'a rien à foutre dans un livre de vulgarisation. Et si vous me citez, Stephen Hawking, eh ben merde. Voilà. Je veux dire, c'est bon, ça suffit. Stephen Hawking, c'est pas une référence pour tout le monde. D'ailleurs, il parle de Karl Popper avant aussi, en parlant de références, de grandes références, qui ont pu invoquer l'existence de Dieu. Mais là, Karl Popper, il invoque pas l'existence de Dieu. Par contre, Karl Popper dit que Darwin sort du champ scientifique. C'est vrai qu'il a dit ça, mais Karl Popper, il n'était pas à l'abri de dire des conneries. Je veux dire, l'évolution est tout à fait falsifiable. Il suffirait de trouver un fossile d'être humain dans le précambrien, donc un fossile d'être humain de 4 milliards, de 4 milliards d'années. Et puis voilà, ce serait fini de la théorie de l'évolution, hein. Ça serait terminé, mais on n'a jamais fait, on n'a jamais trouvé. Donc la théorie de l'évolution, elle est tout à fait falsifiable d'un point de vue purement popérien. Et le problème, c'est que comme il n'explique jamais, c'est pareil, le problème dans ce livre-là, c'est que comme Didier Raoult n'explique jamais en quoi Karl Popper a tenu des propos qui disent que Darwin sort du champ scientifique, comme il ne l'explique jamais, et on ne saura pas. On ne saura pas ce qu'il a voulu dire. Enfin bref. Et le faux dilemme, l'énorme faux dilemme, il faut quand même que j'en parle de ça. Bon, on en reparlera quand je ferai la vidéo sur la conclusion, hein, mais le faux dilemme entre créationnisme et darwinisme, ça c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est-à-dire qu'il vous tient à propos, dans ce chapitre final, dans cette conclusion, il tient un propos qui est juste impardonnable. C'est voilà, en gros, on a le choix entre le mythe du diabolique pour les créationnistes, ceux qui pensent que tout s'est créé en une semaine, et le mythe des scientistes qui croient que tout ce que Darwin a dit est vrai et qui finalement font de l'origine des espèces le nouvel évangile. Donc en quoi c'est un faux dilemme? Bah, c'est qu'en gros, soit tu es créationniste, soit tu es scientiste, quoi. Soit tu penses que Darwin avait tout raison, soit tu penses que Darwin a complètement tort. Et la vérité aujourd'hui, c'est que bah, Darwin, c'était il y a 150 ans, et que depuis, on a fait des progrès, et que depuis, on a intégré tout ce qui est présenté dans ce livre, notamment les transferts horizontaux, notamment la biologie des microbiontes, que Darwin ne connaissait pas à l'époque. Je rappelle que Pasteur et Darwin étaient contemporains. Donc, si Darwin a connu quoi que ce soit à propos des micro-organismes, c'était les balbutiements du début de la microbiologie. Que Darwin, au moins dans la première édition de l'origine des espèces, pareil, n'a pas intégré les fossiles, que Darwin ne pouvait pas connaître la génétique. Donc je veux dire, dire que Darwin, enfin dire qu'il y a des gens qui croient bêtement en Darwin, c'est faux. Aujourd'hui, il y a personne qui croit bêtement en ce que Darwin a dit. Tout le monde sait aujourd'hui que l'origine des espèces, c'était il y a 150 ans. Donc c'est pas un évangile, l'origine des espèces. Et tout à l'heure, j'ai présenté le bouquin de biologie évolutive qui remet à jour totalement ces connaissances-là. Donc, les scientifiques ne pensent pas ça, le grand public n'a jamais lu l'origine des espèces de toute façon, et le peu de gens qui l'ont lu dans le grand public, je pense pas qu'il y en ait un seul qui croit que la théorie de l'évolution est encore dans cet état-là à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un bouquin qui aurait dû s'adresser justement aux gens, qui aurait dû s'adresser finalement à ces gens-là, ces gens qui font de l'origine des espèces le nouvel évangile. C'est un bouquin qui aurait dû s'adresser donc aux créationnistes, parce qu'il n'y a que les créationnistes qui citent Darwin en croyant que la théorie de l'évolution, elle ressemble encore à ça. C'est un bouquin qui aurait dû dire aux créationnistes: regardez, messieurs les créationnistes, la théorie de l'évolution, ce n'est pas ça.
La théorie de l'évolution, ce n'est pas que descendance avec modification et sélection naturelle. Il y a les transferts horizontaux, il y a les bactéries qui se déjouent des règles, il y a des qui évoluent vachement plus vite et d'une façon différente de tous les autres. Il y a enfin bref, il y a les virus dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas et du coup qui complètement rendent floue la ligne entre le vivant et le non-vivant. Les virus, c'est fantastique pour discuter avec les créationnistes. Les virus, on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. Les prions, c'est encore pire. Les prions, c'est juste des protéines qui se reproduisent comme des virus. Les prions, c'est des protéines qui se baladent et qui se reproduisent comme des virus en parasites. C'est-à-dire, on est à la limite, on est à la frange du vivant, là. On est à la limite d'éléments chimiques qui ont presque un comportement de vivant, mais qui ne sont que un petit assemblage d'éléments chimiques. Donc c'est merveilleux d'être microbiologiste quand on parle d'évolution. C'est merveilleux, mais là, en lisant ce truc-là, j'ai juste lu quelqu'un qui s'attaquait aux darwinistes en leur disant: «Vous faites de la merde». Bah oui, mais en fait, on le fait. Enfin, ce que tu dénonces qu'on ne fait pas, en fait, on le fait. Et moi-même, en tant que paléontologue, qui donc travaille beaucoup à vulgariser l'évolution, ça me fait mal au cœur de voir qu'on s'attaque comme ça à un homme de paille qu'on veut faire croire enfin, qu'on attaque le darwinisme en prétendant que l'homme de paille que Didier Raoult fait du darwinisme dans cet ouvrage, en faisant croire que cet homme de paille est vrai, quoi. Ça, non, ça ne marche pas comme ça, l'évolution. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette critique générale du livre. J'espère que ça aura été relativement clair et si ça ne l'a pas été, eh bien, je vous donne rendez-vous, dans les prochaines vidéos où je vais décortiquer le contenu du livre, page après page. Ça va être long, ça va faire beaucoup de vidéos, mais je pense qu'il le mérite bien parce qu'il y a des annotations absolument partout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!